Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le wrap-up du mois d'août. Ici, je ne vais vous parler que de livres, et il y en a beaucoup que j'ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos que je vous laisserai aller regarder qui seront sûrement dans le petit quand je passerai sur eux. Si j'ai d'autres pensées par rapport à ces livres, je n'hésiterai pas à en faire part. Je commence avec un livre qu'on a pas mal vu passer cet été, notamment parce qu'il a été primé dans le New York Times, qui a été mis en première position du top comme étant le chef-d'œuvre du siècle. Il s'agit donc de L'amie prodigieuse de Elena Ferrant. Dans ce livre, on suit Lila et Elena, qui sont deux petites filles au début, et on les voit grandir dans ce Naples d'après-guerre, d'après-Seconde Guerre mondiale, et on voit les disparités entre les deux enfants. C'est-à-dire que Elena, qui est la narratrice, va avoir un appel du fils de Lila, plusieurs années après, et elle va retracer leur vie. Déjà, je pensais pas que le livre commençait de cette manière. Je ne pensais pas que la narratrice prendrait autant de place et je ne pensais pas qu'il y aurait un contexte social aussi prégnant. Il me semblait, avant lecture, qu'on allait beaucoup plus se concentrer sur les oppositions et surtout les dynamiques des relations entre les deux enfants. Or, ici, on va beaucoup plus se concentrer finalement sur les possibilités au sein de la cellule familiale et de ce que les parents autorisent, accordent et prêtent comme espoir à leur enfant. Je m'explique. Lila est une enfant de cordonnier. Ses parents, notamment son père, veulent qu'elle soit la figure de cette femme qui va s'occuper des enfants et qui va écouter son mari. Et Lila est une enfant très douée, très intelligente et qui a des qualités scolaires assez élevée, qui, sans faire grand-chose, va avoir des facilités. Elena, contrairement à ça, va devoir travailler et en veut. Elle veut être à la hauteur de son amie. La différence, c'est que Elena, elle a des parents qui la soutiennent et qui, malgré les coûts, les frais de scolarité, vont la soutenir, vont faire en sorte qu'elle réussisse dans la vie et qu'elle poursuive ses rêves. À travers cette histoire qui revient à la notion de scolaire, on va voir aussi à quel point elles vont se construire différemment. Dans la première partie de ce premier tome, sur lequel on ne veut pas faire la mise au point, on va suivre sur 120 premières pages l'enfance. Ça a été une partie dans laquelle j'ai eu du mal à me mettre. Puis au fur et à mesure du temps, notamment lorsqu'on arrive à la période adolescente qui couvre quand même les 3/4 du livre, eh bien j'ai réussi à comprendre la volonté en fait de l'autrice, de Elena Ferrant. Je suppose que ça soit par le prénom de la narratrice ou l'autrice que c'est une fiction autobiographique. On sent en fait cette pesanteur qu'il y a sur les épaules des enfants, des filles, et la question de la découverte de soi, notamment dans le regard, dans la séduction des garçons qui les entourent. On se sent vraiment au cœur de ce quartier, assez populaire. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait une question de l'environnement social qui serait aussi prégnante, et je crois que c'est vraiment ça l'épiphanie de ce livre. J'ai eu plus que ce que j'en attendais. Je savais qu'il avait été apprécié à multiples reprises et puis notamment depuis que je l'ai vu apparaître dans ce top, mais je pensais pas qu'il délivrait autant de messages. Donc j'ai le deuxième tome chez moi et je vais m'empresser d'aller le découvrir. Le deuxième livre que j'ai lu pendant ce mois, il s'agit de Sunbird de Chloé Michelle Howard, qui n'est pas encore traduit en français puisqu'il est sorti en début d'été chez Vere Books en Angleterre. Dans ce livre, on suit l'histoire de Lucy, qui est une adolescente et qui vit dans le village de Crochemore. Et il se trouve que c'est une communauté très puritaine, très traditionnaliste. Lucy va tomber amoureuse de l'une de ses meilleures amies, Susanna. La mère de Lucy découvre au fur et à mesure du temps que sa fille a une attirance pour son amie et va rejeter la sexualité de sa fille. Mais on est surtout dans la tête de cette adolescente qui découvre son amour. Ça va être enchâssé par des relations épistolaires avec Susanna, dont on arrive très peu à saisir les sentiments. C'est-à-dire que oui, on sent qu'il y a une attirance, il y a une relation entre les deux filles, mais il y en a une qui assume plus ou moins et l'autre qui reste en retrait. Déjà, je voudrais dire que c'est un premier roman. C'est vraiment typiquement un coming of age. Déjà, ça se passe en Grande-Bretagne. Je pense que depuis quelques vidéos, vous avez sûrement saisi que je suis très attachée à la Grande-Bretagne. Et à partir du moment où on me parle d'Écosse, d'Angleterre, de ces paysages environnants, de ces petites villes reculées, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu pendant 9 mois certes, mais un certain temps du moins, dans une ville qui était relativement précaire. Forcément, quand je repense à ces paysages, ça me fait tout de suite penser à cet environnement que j'ai connu. Dans ce livre, on sent vraiment l'atmosphère pesante, que ça soit par la pensée éthérée de la communauté dans laquelle vivent ces filles, les différences de prise de position de la part de la communauté, mais aussi dans le questionnement interne des deux femmes. Est-ce que on va se cacher, on va suivre les règles qui sont établies, ou est-ce qu'on va prendre nos propres décisions et vivre notre amour
aux dépens du regard que les autres vont porter sur nous. J'ai trouvé que c'était à la fois brut, enivrant et que on sentait quand même cette attirance, cette sensualité dans la plume. Il y a une notion des sentiments qui sont à la fois destructeurs et très englobants dans la pression que ça pose sur les épaules de quelqu'un qui se découvre. Il y a 2-3 longueurs parce que c'est un roman qui a besoin de poser cette atmosphère. Ici, on a vraiment la découverte de ce que c'est d'être totalement enivré par un amour. La fin vaut réellement le coup. Et je pense que l'autrice n'a pas pensé ce livre en imaginant une suite. Mais à mon sens, ça serait vraiment souhaitable. Parce que même si vous sentez quand même que ça s'essouffle à certains instants, il y a des choses à retenir et la fin en fait partie. Donc je vous incite à le découvrir si vous lisez en anglais et j'espère qu'il sera traduit parce que ça fait du bien de voir des amours lesbiens dans les livres, ce qui est pas souvent le cas à mon sens. Ensuite, brièvement, j'ai lu The Art of War de Sun Tzu, qui est donc l'art de la guerre en français. C'est donc un livre qui a été rédigé par un général chinois qui déclarait que la guerre était l'art de duper. Et dans ce livre, à travers des petites affirmations en 7 chapitres, eh bien, on va avoir des sortes de haïkus qui vont nous déclarer des règles plus ou moins ineffables sur ce que sont les relations dans la guerre entre nos opposants mais aussi avec nos alliés. Et ce sont des règles qui ont été appliquées notamment dans les domaines de la finance, du commerce notamment. Ça reste quand même très opaque à mon sens. J'ai un peu eu la sensation que c'était des vérités générales et ça ne m'a pas apporté grand chose. Certes, ça peut être édifiant pour certaines personnes, dans tout ce qui est start-up, je suppose. Je sais pas, ça m'a pas du tout parlé. Surtout que c'est un livre qui est quand même assez reconnu et puis déclaré comme quelque chose à lire au moins une fois dans sa vie. Je suis un petit peu circonspecte en fait par rapport au renom que ça a. Pour moi, c'est comme lire un livre de commerce en fait. C'est vraiment quelque chose qui me parle pas. Après, vous, ça va peut-être vous intéresser. Il n'empêche que ça a été reconnu comme étant quelque chose qui a quand même marqué son temps, ce qui est normal en fait. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui ont repris les déclarations de ce général pour écrire leur propre livre. La seule chose que je peux en retenir, c'est quand même la notion de respect envers ses adversaires, mais aussi d'estimer la personne en face de nous à la même échelle que nous-mêmes. C'est tout, sinon je pense que ça va être très vite oublié. Un autre livre que je pense je vais oublier très vite puisque je crois que c'est déjà le cas. Il s'agit de Un été sans les hommes de Siri Husted. Il s'agit donc de Mia, qui était mariée depuis 30 ans avec Boris. Boris, c'est un homme qui a des relations avec une femme plus jeune. Et Mia en a marre. Elle décide donc de quitter New York et de se rendre dans le Minnesota pour retrouver sa mère qui est en maison de retraite. C'est donc un milieu plus ou moins bucolique où résident d'autres femmes qui sont octogénaires. À travers son installation dans le Minnesota, elle va faire la classe à des adolescentes. Elle va leur donner des cours de poésie, elle va créer un book club avec les octogénaires et elle va créer des liens avec ces femmes. Je pensais qu'elle allait vraiment avoir une réflexion sur la question de liens intergénérationnels, de sororité, de vivre sans la place des hommes. Pourtant, il y a 2 éléments qui m'ont vraiment dérangée. De 1, le fait que Boris soit omniprésent. De 2, le fait qu'il y ait beaucoup de place donnée à la psychanalyse. Moi, je suis pas du tout sensible à la psychanalyse. Il y a des choses que je reconnais dans cette médecine, mais je suis plutôt opposée à elle dans le sens où je trouve que c'est très caricatural. C'est un livre qui a quand même été écrit en 2011, donc c'est vieux sans lettres. J'ai trouvé la plume assez lancinante, assez lente. J'ai été très à distance. Et même le personnage de Mia m'a été relativement fade. Je n'ai rien retenu de la plume et aujourd'hui encore, je ne saurais vous dire vraiment ce qui s'y passe. On me parle, dans le résumé, d'opposition entre ces adolescentes qui se tirent la bourre parce que il y en a une qui est plus douée que l'autre. Je n'ai rien retrouvé là-dedans. Juste quelques pensées de théoriciens et c'est tout. Même la question du mariage et de vivre en dehors de la sphère maritale n'a pas forcément été évoquée comme je l'aurais voulu. C'est un passe pour moi. Et ensuite, on va parler très brièvement des autres déceptions, absolument et pour toujours de Rose Trémin, publié ici chez JC Lattès, traduit le 22 août, il me semble. J'en ai fait toute une diatribe dans un vlog sur la rentrée littéraire que je vous mettrai en petit i. J'ai été très déçue, très décontenancée surtout. Je me suis beaucoup énervée, je trouve que la fin
et limite insultante pour la communauté LGBT. Je vais rien spoiler du tout, mais je trouve que ça ne fait absolument pas sens avec l'histoire qui nous avait été présentée, notamment avec un petit retournement de situation au début du livre dans la première partie. La personnage principale m'a été détestable, cependant j'en ai parlé avec Iman sur Instagram, dont je vous mettrai sûrement le lien en barre d'infos. Elle ne l'a pas vu du tout de cette manière. J'avoue que son regard m'a apporté une nouvelle façon de concevoir le livre, ce qui a été plutôt intéressant, notamment quant au fait que ça fait appel quand même à des souvenirs adolescents quant à un amour déchu, déçu et qui est invivable, ce fait de se dévouer à un amour qui n'a même pas eu lieu finalement, au-delà du fait d'avoir consommé la chair. Moi, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu de connexion avec les personnages, et puis j'ai pas senti de fusion, d'affect en fait, entre les deux love interest. Ça voulait montrer vraiment la pensée de ces années 60, assez traditionnaliste, intégrée. Moi, j'ai pas du tout adhéré. Donc il n'empêche que ça peut plaire, mais pour le coup, moi, ça n'a pas du tout marché, et j'ai même été un petit peu révoltée, je dois l'avouer. Bon, et ensuite, je vais continuer avec les livres dont j'ai parlé dans les vidéos de la rentrée littéraire, et je vais donc vous évoquer Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. Dans ce livre, Mathieu Palin a décidé de prendre la voix d'un personnage qui s'appelle Jessie, qui est tiré d'une femme qu'il a rencontrée dans la réalité. Jessie, c'est en fait une femme qui lui a envoyé un DM sur Facebook après qu'il ait fait son podcast sur le sujet des hommes violents. Et elle lui a expliqué qu'elle se reconnaissait même si elle ne pensait pas avoir vraiment vécu des violences. Ils se sont donc rencontrés et il a tiré de son histoire ce livre. C'est un livre que je ne trouve pas mauvais, mais qui pour moi a quelques éléments qui me dérangent. Je crois avoir réussi à mettre les mots sur ce qui a été vraiment un point assez perturbant pour moi. Donc Mathieu Palin fait un travail journalistique mais reprend la voix de Jessie. Pour vous faire le résumé, Jessie est prof de maths et a un adolescent qui s'appelle Marco et qui est très turbulent. Il sèche les cours, il fume des joints, il sort tout le temps et un jour il fugue. Et 3 jours après être parti de chez lui, il va la rappeler et il va lui dire de venir le chercher après une soirée puisqu'il s'est passé un drame que je vais pas vous révéler, qui est à partir de 70 pages du roman. Et après ce drame, ils vont donc faire un voyage en voiture tous les deux à travers la nuit et elle va lui relater sa vie. Voilà le postulat du livre. On va retracer tout ce qui a amené Jessie à être qui elle est. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de surenchères au niveau de ce qui avait pu arriver à cette femme, ce qui peut être vrai, mais ce qui m'a semblé vraiment être beaucoup. L'autre élément qui a vraiment pris sa place dans ma pensée après lecture, c'est que le fait que Mathieu Palin prenne sa voix ne fait pas que c'est vraiment la parole de la femme en question. Je sais pas si mon propos sera clair, mais je pense que s'ils avaient écrit ce livre à 4 mains, ça aurait été plus véridique, plus véritable, et j'arrive pas, à l'heure actuelle, à décréter ce qu'a été la volonté de l'auteur. Peut-être juste de révéler des réalités et de montrer ce qui se passe aussi dans le monde et qu'on veut pas avouer. Maintenant, il y a quelques éléments qui m'ont un peu dérangé. Je vous laisserai encore une fois aller voir le vlog où j'en parle. Voilà pour ce qui est de Mathieu Palin. Je me retenterai sûrement à sa fiction, mais pour le coup, je reste assez mitigée encore une fois. Et ensuite, un autre livre de la rentrée littéraire pour lequel je suis relativement mitigée, dont je vous ai parlé dans le même vlog où je vous ai parlé de Mathieu Palin. Il s'agit donc de Julia de Sandra Newman. Dans ce livre qui est une réécriture de 1984, on suit donc Julia, personnage féminine de l'œuvre d'Orwell, qui a été totalement évincée, totalement effacée. Pour moi, il y avait trop de place donnée à la sexualité et le fait que ça prenne vraiment le pas sur la question de la dictature et de ce régime oppressif m'a été très déstabilisante et dérangeante. J'ai vraiment trouvé que c'était un non-lieu, que c'était pas l'endroit en fait. Oui, elle avait le droit d'avoir une sexualité et qu'on avait le droit d'en parler, mais que ça n'avait pas à prendre peut-être 200 pages sur 400 et qu'on se détachait vraiment de ce qui aurait pu être intéressant. Il y avait vraiment une réinterprétation totalement moderne et différente. Ça a été très inspiré, je pense, par tous les récits dystopiques qui ont vu le jour avant elle. Maintenant, moi je suis vraiment passée à côté, peut-être parce que j'en attendais trop, parce que j'aime beaucoup 1984, mais Sandra Newman n'a pas réussi à me prendre avec elle pour ce roman. Bon, et puis je vais encore vous parler de la rentrée littéraire en vous parlant d'un livre que j'ai lu en numérique sur NetGalley et qui est donc Le Retour de Saturne de Daphné Tamage. C'est un livre dont vous entendrez parler dans une autre vidéo très prochainement. Dans ce livre, on suit donc Apolline qui est déçue par les hommes et par ses relations amoureuses et sexuelles
sexuelle avec les hommes. Elle est plus ou moins obligée, ou du moins elle se fait prescrire par ses médecins, un sevrage de la jante masculine pendant 1 mois. Elle se rend donc à Conques, chez sa tante, pour réfléchir et écrire un livre sur le bien-être et le bonheur des jeunes, je crois, alors qu'elle est totalement déprimée. Et on va poursuivre son chemin de résilience à travers la spiritualité, à travers la religion aussi, puisqu'elle va devenir amie avec le père, le prêtre de la commune. Je suis un petit peu dans un mais avec ce livre aussi. Le postulat initial en fait était intéressant. Les premières pages, c'est vrai, elles étaient relativement piquantes. Les tranchées de la narratrice étaient assez intrigantes. Puis, elle a commencé à faire un retour sur elle-même. Donc en plusieurs parties, elle va revenir sur les hommes qu'elle a connus de son enfance jusqu'au dernier. Le problème vraiment prégnant de ce livre, c'est que les hommes sont absents mais ils sont omniprésents. C'est-à-dire que dans ce retour, on ne va parler que d'eux, que de leurs attributs génitaux, des fantasmes qu'elle a pu avoir sur eux, des relations sexuelles qu'elle a pu avoir avec eux à travers de petites anecdotes. Il y a quelque chose qui se dégage de ce roman, qui est volontairement brouillon je pense, qui était fait et pensé de cette manière, mais qui du coup m'a pas du tout emporté. C'était comme si elle faisait une accumulation de souvenirs qui ne me parlaient vraiment pas. Et la place de la spiritualité dans tout ça a fait appel à des choses qui ne me parlent pas du tout. C'est-à-dire qu'elle va parler à la fois de la religion catholique ou chrétienne, alors que moi je suis athée, et elle va aussi parler de développement personnel. Ce qui est un sujet sur lequel je pourrais faire une vidéo entière pour les raisons pour lesquelles je n'y suis pas du tout sensible, mais passons. Dans la finalité, en fait, ça n'a été réglé que de cette manière, et dans une notion quasi psychanalysante, et c'est quelque chose qui m'énerve régulièrement en fiction, qu'on fasse de la philosophie de comptoir pour régler une histoire, puisque à la fin du roman, la tante revient dans cette maison et essaye de lui donner une conclusion sur toutes les relations qu'elle a eues. Il y a aussi eu des passages qui étaient inutilement vulgaires à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur Henry Miller, qui est donc celui qui a écrit Nexus, Sexus, Plexus, donc qui est une trilogie en gros sexuelle et pornographique, qui est très très reconnue dans ce domaine de la littérature, et qu'elle commence à évoquer tous ces fantasmes autour de l'auteur. Moi ça m'a vraiment énervée. Il n'est pas nécessaire de mettre du vulgaire, des descriptions sexuelles pour choquer le lecteur. Moi c'est un truc qui me rend frigide, et là c'est vraiment une sensation que j'ai eue. C'est un passe pour moi, là encore. Propre de Alia Trabuco-Zeran. J'en ai parlé dans le 2e vlog de la rentrée littéraire. Ici on va suivre Estela Garcia, qui est donc employée pour une famille plutôt aisée au cœur du Chili, dans la capitale. Il se trouve que dans cette famille, la fillette décède dès le début et Estela va nous faire un monologue, va nous faire une confession sur tout ce qu'elle a vécu dans cette famille. C'est à la fois poignant, sans pour autant avoir un mot plus haut que l'autre. J'ai trouvé ça relativement pondéré mais assez brut pour qu'on soit touché. C'est très pesant, c'est très oppressant, sans pour autant que ça ne soit un thriller. Encore une fois, je vais vous inviter à aller regarder le vlog où j'en parle. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé de par la proposition que l'autrice nous a donnée. Un dernier livre de la rentrée littéraire dont je peux vous parler, il s'agit de Amour manqué de Susie Boyd. Là encore, je vous en ai parlé dans un vlog, dans le même vlog où je vous ai parlé de Mathieu Palin et de Sandra Newman, donc je ne vais pas m'épancher dessus. On est dans une histoire familiale, on est dans un récit intergénérationnel, on suit 3 femmes, Ruth, Éléonore et Lily, grand-mère, mère et fille, petite fille. Éléonore, qui est donc l'enfant de Ruth, est toxicomane, et Lily est la petite fille et va être élevée par la grand-mère, qui est donc Ruth. Et ces femmes vont s'aider à s'élever, que ça soit spirituellement, intellectuellement, et essayer d'avoir énormément d'empathie les unes avec les autres. Là où j'attendais beaucoup de sororité d'autres livres que je viens de vous évoquer, et bien là je l'ai retrouvé. Et j'ai eu plaisir à découvrir ces femmes, dans leur tendresse et dans leur disparité, dans l'énervement qu'on peut aussi avoir envers les proches et envers leurs failles. Il y a un ton qui est donné et qui est vu sous le prisme de Ruth, mais qui change dans le dernier chapitre et qui rend le livre d'autant plus touchant. C'est un livre que je vous invite à découvrir si les thèmes de la famille et des liens intergénérationnels vous parlent. Je vous parle maintenant de The Seven Years Sleep de Ashley Poston. Dans ce livre, on suit Clémentine. Clémentine, c'est une femme qui hérite de l'appartement de sa tante qui vient tout juste de décéder. Et sa tante a toujours été quelqu'un qui lui a dit que cet appartement était magique. Elle n'y a jamais cru et elle est plutôt pragmatique quant à la chose.
Elle commence à le remettre à neuf et à prendre ses marques dedans. Sauf que un matin, lorsqu'elle se réveille, il y a un homme dans cet appartement et il se trouve qu'elle remarque des éléments qui lui prouvent qu'elle est 7 ans dans le passé. Et cet homme vit 7 ans dans le passé. Mais lorsqu'elle sort de ces lieux, elle revient dans sa timeline initiale. On est donc en plein réalisme magique. Ashley Poston, elle est connue pour faire des romances de ce type. Pour le coup, c'est une romance qui a plutôt bien fonctionné. Ça n'a pas été aussi excellent que ce que j'en attendais et que ce que les avis me donnaient à croire, mais ça a été très agréable. Il y a beaucoup de références faites à la cuisine, puisque le love interest qui s'appelle Iwan est aspirant cuisinier. Au bout d'un certain temps, on sent que les deux temporalités se retrouvent et que les deux personnages se retrouvent forcément. Je vous dis pas exactement ce qui se passe parce que pour moi c'est un spoil, mais il y a une interprétation assez intéressante du deuil, c'est ce qui m'a le plus plu. Il y a aussi une relation intéressante à ce qu'on souhaite devenir et aux aspirations qu'on veut porter en premier dans nos vies. J'ai plutôt apprécié, j'ai aimé la plume. C'est vrai que il y a beaucoup d'États-Uniens notamment qui l'ont mis dans leur top de l'année. Pour ma part, j'ai trouvé ça agréable et sympathique, mais ça n'a pas excellé au point où ça devienne un de mes préférés. Je vous précise également qu'il sera traduit en octobre en France chez Collection EH, donc Hugo Roman. Si vous avez envie de légèreté, même si ça parle de deuil, je peux vous le conseiller parce que c'est une romance que j'ai trouvée plutôt intelligente. Je suis vraiment pas adepte d'histoires d'amour et de romances en règle générale. Je pense que vous le savez si vous êtes là depuis quelques temps et en vue des livres que je vous ai présentés avant, mais j'ai trouvé la proposition assez intéressante. Ensuite, je vous parle d'un roman graphique que j'ai lu sur NetGalley. C'est un livre qui s'appelle Peter Pan de Kensington. Et donc, comme le titre l'indique, on est dans une réinterprétation du livre de Barry, qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus proche de l'œuvre initiale. On est au cœur du jardin de Kensington à Londres, avec une enfant qui s'appelle Mamie, je crois. Elle s'est perdue dans les jardins et Peter Pan essaye de la mener jusqu'à la sortie en quelque sorte, mais il y a un vœu qu'elle peut exaucer avec le royaume des fées. Peter Pan n'est pas un personnage très appréciable, mais comme c'est le cas dans le conte initial, j'ai bien aimé les planches, il y en a que j'ai préféré à d'autres, j'ai bien aimé les fées et la manière dont elles étaient dépeintes, dont elles étaient vues. Il y a eu quelques moments où j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais c'était volontaire, je pense. Je suis pas totalement conquise, mais je pense que si vous aimez bien les choses un peu obscures avec la réinterprétation des contes de fées, je pense que ça pourra vous plaire. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse, d'autant plus que je crois que le dessinateur a fait d'autres réinterprétations de contes dans la même collection. Ensuite, on passe à mes dernières lectures. Il y a donc Été de Edith Wharton, dont j'aurais parlé dans un autre vlog. Dans ce livre, on suit Charity, qui est donc en Nouvelle-Angleterre et qui a été adopté par Monsieur Royal, qui est avocat et notaire dans une petite ville. Très traditionnaliste, très pratiquante et très fermée. Et je trouve que Charity, elle vient d'un lieu qui est assez reculé et assez rejeté, qui s'appelle la montagne. Et en arrivant dans cette ville, Charity prend une place assez importante puisqu'elle devient la bibliothécaire. Et dès le premier chapitre, elle va rencontrer Arney, qui est donc un jeune homme, architecte. Il va tomber sous son charme. Ils vont donc commencer à avoir une relation. Ça va être un peu entaché par la place des directives sociales qu'il y a dans cette ville, notamment de la place du tuteur de Charity. Je pense que si vous aimez les livres de Jane Austen, vous adorerez l'écriture de Edith Wharton. Tout comme Jane Austen, ça dépeint très bien les relations sociales, ça les critique, bien évidemment, ça dépeint très bien les sentiments. Il y a une description des paysages qui nous englobe totalement. Il y a quelques moments de flottement, à mon sens, mais la finalité de ce roman est tellement intelligente et tellement intéressante et tellement évocatrice par rapport à la société dans laquelle ça se place. C'est-à-dire qu'on est dans les années 1800, il me semble, et sachez que ce livre a été censuré à sa sortie. Parce que ça montre aussi la place des femmes dans cette société. Charity, c'est une enfant qui est recueillie et qui n'est pas aimée. C'est un mélange entre du Jane Austen et de Simone Montgomery, même sans l'avoir lu, je pense, ne serait-ce que dans la plotline, mais il y a quelque chose qui se recoupe entre toutes ces œuvres. Et l'écriture de Edith Wharton ne m'a absolument pas déçue. J'ai trouvé ça très descriptif, très atmosphérique. Il y a quelque chose de très pictural en fait. Si vous aimez les peintres impressionnistes, ça vous plaira, ça vous parlera.
Ce qui me reste, c'est vraiment l'influence sociale et puritaine qui rattrape totalement la naïveté de cette jeune fille qui découvre l'amour naissant. C'est un roman sur les émotions, sur la découverte, sur l'espoir et sur la déception, les conventions sociales et la manière dont on est rattrapé par elles. Je n'ai pas été déçue par ma découverte et j'ai grand hâte de découvrir Le temps de l'innocence de la même autrice. Ensuite, un autre livre qui m'a accompagnée pendant un trajet de voiture qui n'est autre que Les nageurs de la nuit de Tomasz Jedrowski. Dans ce livre, on est en Pologne dans les années 80. On découvre Ludwik et Janusz, qui sont deux étudiants, qui tombent amoureux. Et c'est au cœur d'un pouvoir politique très autoritaire. Et il s'avère que le narrateur, qui est Ludwik, découvre et fait découvrir à Janusz La chambre de Giovanni de James Baldwin, qui est un roman que, soit dit en passant, j'adore. C'est un livre qui parle d'homosexualité. Et c'est aussi un livre qui n'était pas traduit en Pologne dans les années 80. C'était un livre interdit. À travers cet ouvrage, ils vont découvrir leurs sentiments, la sensualité, l'envie, le désir. À travers un week-end, Janusz et Ludwik vont aller près d'un lac et vont commencer à célébrer leur relation, leur amour et leur attirance. Et on va voir à quel point ils vont la taire ou suivre leurs sentiments. Il y a donc Janusz qui est beaucoup plus intégré dans les conventions et Ludwik qui a du mal à faire avec. C'est un roman qui alterne entre deuxième et troisième personne et je crois que l'épiphanie de mon année, c'est vraiment des livres écrits à la deuxième personne du singulier. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui fait qu'on est tout de suite intégré dans l'histoire et qu'on sent aussi l'adresse qui est faite à la personne à qui veut parler le narrateur. Il y a vraiment une question de l'amour et de la bienséance, qui donne la sensation d'une relation hiérarchique en fait entre les deux, parce que Janusz s'intègre beaucoup plus, notamment en ayant des relations ou en feignant des relations avec des femmes. Il y a aussi toute la place de la politique qui est prégnante et qui va aller graduellement dans le roman. Le contexte historique a vraiment été un point qui m'a intéressée parce qu'on sent en fait l'oppression qu'il y a sur ces deux hommes et la manière qu'ils ont de faire à travers ce régime politique. Et en plus de ça, c'est un point qui amène beaucoup plus d'ampleur à leur relation et à la place du roman de Baldwin au sein de la narration. Je le vois très bien adapté en film et la fin est très émouvante. J'avoue que j'ai versé ma petite larme, j'ai vraiment été touchée et ça m'a fait penser à certains égards à S'aimer dans la grande ville que j'ai plus aimé, mais celui-ci a beaucoup de points positifs que je vous invite à découvrir et ça a très bien terminé mon été. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, je l'ai écouté sur Lizzie et je vous en ai parlé dans le blog précédent. Il s'agit donc de Demain et demain et demain de Gabriel Zevin. Disclaimer, j'ai eu connaissance des positions politiques de Gabriel Zevin quant à la Palestine et à Israël après avoir commencé le livre audio. Et je n'aurais pas utilisé mon crédit pour l'écouter si j'avais eu vent de ces informations auparavant. Cependant, j'ai continué ce livre. Dans ce livre, qu'on a vu beaucoup passer sur les internets et qui a même gagné les Goodreads Choice Awards dans la catégorie fiction, eh bien on va suivre Sadie et Sam, qui sont au début deux enfants qui se rencontrent dans un hôpital. Sam parce qu'il a été renversé par une voiture et qu'il a un problème au pied. Sadie parce que sa sœur est hospitalisée. Et ils vont se lier d'amitié autour des jeux vidéo. Sadie va avoir des agissements assez moyens. Elle va se lier d'amitié avec Sam pour pouvoir remplir une mission par rapport à la religion juive puisqu'elle doit faire acte de charité. Et Sam va la prendre et va être un petit peu décontenancé, ce qui est assez compréhensible. Ils vont donc se perdre de vue. Puis quelques années plus tard, quand ils seront étudiants, ils vont se recroiser dans le métro et ils vont décider de créer un jeu vidéo ensemble. Ils vont devenir riches et célèbres et ils vont continuer à faire un jeu vidéo numéro 2 et numéro 3. Alors, il a été porté au nu, il a été dans le top de beaucoup de personnes dans l'année 2023 et dans l'année 2022, comme quoi c'était une très belle fable sur l'amitié et sur les liens, sur l'attachement. Le premier quart était assez plaisant, puis ça a un petit peu perdu dans sa rythmique. De plus, c'est très anecdotique, mais le nom du jeu vidéo m'a couru sur le système pendant tout le long, puisqu'en plus de ça, j'écoutais le livre audio en 1.5 et que entendre Go Ichigo Go Go, ça m'a un peu saoulé. Il y a certains instants où j'ai été un peu déstabilisée parce que on a des entrées dans le jeu vidéo qu'ils ont créé. Vu que je suis pas forcément une gameuse dans l'âme, ça m'a pas forcément parlé. Alors je sais que c'est pas forcément le point qu'on met au centre de cette histoire. J'ai lu un avis Goodreads ce matin qui retranscrit assez bien ce que j'en ai pensé, ou du moins il y a une phrase que j'ai trouvée très juste, c'est que j'ai eu la sensation de lire du YA adapté pour des adultes. J'ai pas forcément aimé
mais j'ai trouvé ça assez facilitant à certains égards. Ça n'a pas été une grande réussite pour ma part. Voilà pour tous les livres que j'ai lus en août. Je vous laisse me dire ce qui vous a plu en août de votre côté. Et puis on se retrouve dans le prochain wrap-up du mois de septembre et dans d'autres vlogs avant ça. Je vous laisse aimer, commenter, me retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao.